Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Sur la glace, déjà, tu as une sensation de glisse que tu retrouves dans aucun sport. Enfin, c'est pas la même sensation de glisse qu'au ski, par exemple. On l'a pas encore à 10 ans, mais il y a ce jeu physique qu'on retrouve quand on regarde des matchs en NHL, donc aux États-Unis, au Canada, ou surtout quand moi j'allais au match quand j'étais petit à Chamonix et qu'on regardait l'équipe pro. Et du coup, voilà, comme avec les footballeurs. On a nos idoles, on a les mecs sur la glace qu'on veut devenir comme eux en fait. Et du coup c'est grâce à cet engouement auprès de l'équipe de Cham et à ces matchs que j'ai vus avec mes parents et mes amis que j'avais envie de rester dans le hockey. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez vas-y. Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis avec Elliot Weber qui est hockeyeur sur glace, mais pas que, mais on verra après. Bonjour Elliot, je vais te laisser dire bonjour à tout le monde. Salut et bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté mon invitation et comme c'est devenu un peu la tradition maintenant sur le podcast Allez vas-y, on va démarrer par le portrait chinois. Pour ceux qui connaissent pas, je vais dire un mot à Elliot et Elliot me dira ce qui lui vient à l'esprit en premier. On démarre par aller tout de suite par la première. Elliot, si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Je te dirais que j'ai pas vraiment de lieu en particulier parce qu'il y en a beaucoup qui font ce que je suis et mon histoire et il y en a beaucoup que j'aimerais découvrir. Mais si je devais t'en donner un, ce serait la patinoire de Chamonix, Mont-Blanc, parce que c'est là d'où je viens et c'est là où tout a commencé pour moi avec le hockey. Ok, d'accord. Ça, on y reviendra, c'est top. En deuxième, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il serait plutôt salé ? Je suis pas très compliqué, j'aime tout, mais il serait plutôt sucré. Ce serait la tarte au quetch de ma grand-mère. Une petite Madeleine de Proust. Exactement. Ok. Et si je te parlais d'un passe-temps ou d'une passion, tu me dirais quoi ? Ma passion, c'est le hockey. Bien évidemment, et puis c'est aussi plus ou moins mon boulot. Sinon, j'aime beaucoup lire et énormément regarder des films et des séries. Ouais. Ça, c'est mon passe-temps. Ok, d'accord. Il y a une série en particulier ou un film en particulier que tu pourrais partager avec tout le monde ? Le Coach Carter, c'est le film avec Samuel L. Jackson, que j'aime pas vraiment beaucoup. Sinon, en série, un peu toutes les séries dans le sport, The Last Dance, Formula One, ou sinon j'aime bien The Witcher aussi. J'ai regardé The Witcher, c'est pas mal. Et pour terminer ce portrait chinois, si je te demandais une personnalité ou une personne que tu admires ou qui compte pour toi ? Pareil, j'admire énormément mes grands-parents, puis mes parents aussi, mais en star, en personnalité, j'aime bien Dwayne Johnson, dit The Rock, qui m'inspire dans son travail, dans son histoire et dans ce qu'il procure aux gens par ses films.
Eh ben écoute, avant de parler de ton parcours et de te laisser la parole, moi ce qui m'a intéressé dans ta personnalité, c'est ce qui a fait que j'ai voulu t'inviter sur le podcast Allez Vas-y, c'est que tu fais du hockey sur glace, comme on l'a dit, et le hockey sur glace c'est un sport qui est connu parce que aux États-Unis on voit des images, etc. Donc voilà, mais on ne connaît pas en fait pour moi, enfin c'est pas assez connu, on connaît pas assez le mode de fonctionnement et autres, donc c'était un point important. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, tu consacres d'abord du temps à ta carrière de sportif, mais tu fais aussi des études en lien avec le sport et c'est important pour moi de mettre en avant et de mettre en lumière le fait que dans le sport, on n'est pas obligé d'être un entraîneur ou d'être un sportif, il y a aussi toute une économie derrière et on en parlera avec les études que tu fais. Mais avant ça, je te laisse nous parler de ton parcours, d'où tu viens, ce qui a fait que tu es arrivé au hockey sur glace et puis les différents jalons et on verra ensuite, on parlera de tes études. Ça marche. Et du coup, donc moi, je suis originaire de Chamonix-Mont-Blanc, donc une petite ville dans la montagne. Et donc Chamonix, c'est connu pour l'alpinisme et le ski, mais c'est aussi connu pour le hockey sur glace, parce que c'est une grosse ville, c'est là où le hockey français un peu a commencé à se développer, surtout le hockey montagnard. Et du coup, moi, j'ai commencé le sport très jeune. Donc, j'étais sur les skis à l'âge de 2 ans avec mon père et ma mère. Je suis passé par les clubs de judo et puis du coup de ski forcément. Et c'est à l'âge de 8 ans où j'ai vraiment commencé le hockey sur glace à Chamonix. Et du coup, jusqu'à mes 10 ans, Wow. j'ai fait un peu judo, ski et hockey en même temps. J'ai vite vu que voilà, j'avais un sport en tête, c'était vraiment le hockey. Puis je performais pas vraiment en ski. Et du coup, donc je me suis Et vraiment une question, focalisé. je vais me permettre une question. Tu as grandi à la montagne, donc je suppose que tu faisais du patin à glace assez régulièrement, ou est-ce que c'était pas du tout le cas et tu étais souvent sur des skis plus que sur des patins à glace? J'étais quand même plus sur les skis que sur des patins, mais tu vois, avec l'école ou même des fois en séance publique parce que j'avais des amis à moi qui faisaient du hockey déjà, donc je patinais un petit peu. Et j'ai eu la chance de commencer donc à 8 ans et de déjà savoir patiner. Donc j'ai pas eu ce temps en moins pour apprendre à patiner. Ouais, parce que c'est une difficulté pour monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, quand on veut se mettre au hockey, c'est qu'il y a deux difficultés. Il faut appréhender le patinage et puis appréhender le jeu en tant que tel. C'est ça, ouais, exactement. Et puis c'est compliqué. On peut commencer techniquement le hockey à tout âge, mais si on ne sait pas du tout patiner, au début ça peut être long et l'apprentissage peut être long aussi, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement qu'à 10 ans, parmi les trois sports que tu faisais, donc tu as parlé de performance, mais qu'est-ce qui t'attire dans le hockey entre 8 et 10 ans là? Qu'est-ce qui fait l'essence et qu'est-ce qui pourrait donner envie à d'autres enfants, s'ils t'écoutent demain, de dire tiens, j'ai envie de faire du hockey? Déjà, sur la glace, déjà, tu as une sensation de glisse que tu retrouves dans aucun sport. Enfin, c'est pas la même sensation de glisse qu'au ski, par exemple. On l'a pas encore à 10 ans, mais il y a ce jeu physique qu'on retrouve quand on regarde des matchs en NHL, donc aux États-Unis ou au Canada, ou surtout quand moi j'allais au match quand j'étais petit à Chamonix et qu'on regardait cette équipe pro. Et du coup, voilà, comme avec les footballeurs, on a nos idoles, on a les mecs sur la glace qu'on veut devenir comme eux en fait. Et du coup, c'est grâce à cet engouement auprès de l'équipe de Cham et à ces matchs que j'ai vus avec mes parents et mes amis que ouais, j'avais envie de rester dans le hockey. Et à l'époque, il y avait quelques noms de hockeyeurs qui te donnaient envie de devenir sportif professionnel, parce qu'on sait que ça aide aussi cette figure. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu pourrais nous donner, même s'ils ne sont pas connus par le grand public Ouais, bien sûr. En France, il y avait deux joueurs qui s'illustraient un peu en équipe de France, au niveau international aussi, puis qui étaient en plus de Chamonix. Il y avait Laurent Gras et Richard Emonetto, deux grands monstres du hockey français, je trouve, enfin, en tout cas que moi j'ai connu sur la glace. Et sinon, à l'étranger, moi j'avais Chi Weber, c'est un joueur qui joue encore actuellement et j'avais le nom de famille en commun, donc ça m'a vite impressionné et je me suis dit mais le prochain Weber c'est moi quoi.
il y avait cette facilité aussi sur je veux continuer le hockey, quoi. Et donc quand tu commences à grandir, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait dire que bah, tu peux en faire un sport plus que juste un sport de loisir? Est-ce qu'il y a des prédispositions? Est-ce que tu as des entraîneurs qui te disent bah voilà, tu performes bien, des victoires avec une équipe? Comment ça s'est passé ta progression à partir de cet âge de 10 ans parce que quand on a 10 ans, bah, on peut tous avoir un niveau à peu près correct entre guillemets, ça veut pas dire qu'on viendra sportif professionnel. Exactement, ouais, j'ai eu la chance de commencer déjà le hockey dans un club assez connu, on va dire, et qui donne des infrastructures de haut niveau parce qu'à la suite, j'ai évolué dans les catégories U15, donc en dessous de 15 ans, au HC 74, donc qui est un regroupement des équipes de la vallée, en fait, avec Saint-Gervais, Megève, Morzine et Chamonix-Moulan. Et du coup, en U15, on rentre dans le championnat national. Du coup, j'ai eu la chance d'être dans cette équipe-là jusqu'à mes 19 ans et j'ai eu quelques titres avec le H74. J'ai eu la chance d'être champion de France U15 en 2014-2015 et vice-champion de France U20 en 2018. Félicitations. Mais merci. Du coup, j'ai pas vraiment eu de coach qui m'ont dit bah toi voilà, t'es une pépite, tu vas devenir hockeyeur pro. Non, j'ai toujours eu cette passion et toujours eu mes objectifs à moi. Des parents aussi où j'ai eu la chance qui soient derrière moi et qui m'ont jamais dit bah voilà, va falloir que t'arrêtes à 15 ans pour te concentrer dans les études. Du coup, c'est vraiment une passion et c'était vraiment jusqu'où je peux aller au hockey. Et on m'a jamais vraiment fermé les portes, ou alors quand on me les fermait, bah, j'ai réussi à trouver d'autres solutions pour m'engouffrer. Et voilà, et du coup, ça en fait là où j'en suis maintenant. Et au niveau familial, est-ce que bah, peut-être ça peut être intéressant de savoir ce que faisaient tes parents? Est-ce qu'ils ont été eux à un moment donné dans le sport ou peut-être des frères et sœurs, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait d'autres liens avec le sport ou c'est toi qui a été le premier, peut-être même le seul hein, dans ce sport de haut niveau? Alors, je fais partie d'une famille de sportifs. Le sport est dans ma famille depuis toujours. J'ai ni mes parents ni d'autres membres de ma famille qui ont fait du sport vraiment à haut niveau. Euh, et personne dans ma famille a fait du hockey. J'ai été le premier à faire du hockey en même temps que ma mère qui, elle, a commencé en loisir, du coup. D'accord. Et en fait, par la suite, moi, j'ai commencé avec ma mère, on a commencé tous les deux, et mon frère s'y est mis quelques années plus tard, et mon père, par la suite, s'y est mis aussi en loisir. Et du coup, on est vraiment devenu une famille de hockey. Et dans la famille, on a vraiment des sportifs. On a chez mon cousin, un de mes cousins qui est handballeur pro, des danseuses, enfin, des nageuses. J'ai vraiment, le sport est vraiment fait partie de ma famille. Ok, ouais, c'est assez rare d'avoir autant de personnes, donc félicitations. Et puis est-ce que quand tu parles de ces personnes, elles sont plus âgées que toi et elles te donnent une image ou a ouvert le bal? Niveau sport, je dirais que j'ai ouvert le bal parce que je suis plus âgé de 3 ans que mon cousin qui est handballeur. Et puis du coup, mon frère a commencé bah, du coup après moi. Je sais pas si on peut dire que j'ai ouvert le bal, mais oui, c'est moi qui ai vraiment commencé à essayer de devenir pro dans mon sport à moi. Et du coup, ça fait que bah, mon frère essaye aussi de faire pareil. Dans le hockey, parce que comme je le disais en intro, c'est pas un sport qui est aussi connu que le foot ou d'autres sports très populaires. À quel âge on commence à savoir à quel poste on va jouer, il y a différents postes et justement peut-être avant de nous dire, avant de répondre à ma question, peut-être tu peux nous expliquer comment ça fonctionne les différents postes qu'il y a au hockey pour que les gens comprennent un petit peu plus. Ben, du coup, moi, je suis défenseur. Et donc sur la glace, on est 5 joueurs plus le gardien, donc on est 6 sur la glace. On a 3 attaquants, donc 2 ailiers et un centre, avec 2 défenseurs, donc un droite, un gauche, mais voilà, on peut changer. On est dans une équipe de 20 au minimum, de 20 joueurs, donc avec 3 lignes de 2 défenseurs et 4 lignes de 3 attaquants.
Voilà, donc c'est pas comme au foot où on reste 45 à 90 minutes sans changer. C'est vraiment, nous, on a des présences sur la glace de 20 à 40 secondes. Et du coup, on change, ça change tout le temps, quoi. On change vraiment, on peut changer sans vouloir dire de bêtises, entre 10 et 15 fois par période, sachant qu'on fait des périodes de 3 fois 20 minutes par match. Et donc, à quel moment on commence, enfin, vers quel âge on commence à se dire, bah, je vais plutôt être défenseur? Est-ce que ça démarre très petit et puis de ce fait-là, on développe ça tout au long? Ou alors, au début, il n'y a pas de poste attitré, et puis c'est quand on commence à devenir vraiment plus grand qu'on choisit ou qu'on est orienté vers un poste? Ah, vraiment, au début, quand tu rentres dans les catégories U9, U11, on joue sur des petites glaces. Donc, la patinoire est coupée en trois et du coup, on a des matchs sur petites glaces, on appelle ça. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment de poste. C'est plus l'enfant. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais mettre défenseur. Dès que j'avais le palais, j'essayais de monter et tout le monde, du coup, essayait d'aller à l'attaque. Il n'y avait pas vraiment de poste. Et c'est vraiment quand on commence à rentrer dans les catégories où on joue vraiment sur grande glace, donc en l'occurrence en U13, U11, U13, donc 11-13 ans, où bah, du coup il y a le coach et le coach essaye de mettre un poste à ses joueurs. Et du coup j'ai été défenseur, j'ai voulu aussi me mettre en défense. J'ai essayé voilà d'aller en attaque, on m'a mis aussi quelques fois en attaque, mais ça n'a jamais été trop mon fort. La défense m'a quand même bien accroché à la peau et du coup je suis devenu défenseur voilà vers U15 c'était sûr que j'étais Ok. défenseur. Et c'est quoi les spécificités du poste de défenseur? Et puis après, tu nous diras peut-être rapidement en quelques mots les spécificités des attaquants. Mais le poste de défenseur, qu'est-ce que tu dois avoir comme aptitude différente d'un attaquant? Bah, c'est comme dans tous les sports co, il y a différents profils de défenseurs et différents profils Mhm. d'attaquants. On a le profil d'un défenseur qui peut être grand, costaud, et qui va vraiment jouer les mises en échec, qui va avoir un gros shoot. Et devant la cage, personne va venir, pardon, mais emmerder le gardien. Après, on peut avoir le défenseur un peu plus petit, costaud aussi, qui est vraiment mobile, technique. Voilà, c'est vraiment ces deux profils. Moi, je pense que je rentre pas vraiment dans les deux. C'est un petit mélange. Je suis assez grand et du coup, je peux avoir aussi ce jeu physique, même si c'est pas vraiment mon fort et je travaille encore dessus. Voilà, je travaille encore sur mon shoot, mais puis après, il y a aussi la vision du jeu. On demande aussi à un défenseur. Souvent, j'avais mon ancien coach à Strasbourg qui disait que les défenseurs sont des quarterbacks. Donc, comme au football américain, le distributeur du jeu. Voilà, c'est aussi un défenseur, on lui demande d'avoir de la vision du jeu pour faire des bonnes passes et pas qu'il y ait des turnovers et que l'adversaire pardon, revienne à la cage et puisse marquer. Oui, vous êtes entre guillemets enfin, les premiers relanceurs. Vous n'êtes pas maladroit avec le palais parce que sinon, effectivement, comme tu le dis, le palais revient très vite vers vous. Bah, c'est ça. On est à un poste où on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Alors attention, je dis pas que j'en fais jamais. Hein. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Ouais. Et quand tu dis progresser physiquement, ça sous-entend que aujourd'hui on arrivera à où t'en es dans ta carrière et tout ça, mais ça sous-entend aujourd'hui que ça nécessite de la musculation, etc. Pour affronter et puis pour supporter les chocs. Ah bah ouais. Parce que là, en haut niveau, du coup, en fonction des équipes, mais on a 4 entraînements en glace par semaine, donc sur la glace, et on a 3 à 4 entraînements hors glace, donc préparation physique avec un préparateur physique et du coup ouais, on fait de la musculation. Et l'été, c'est à nous individuellement si on veut être prêt pour la saison, d'aller à la salle et de se bouger un peu. Et du coup voilà, moi j'ai pas un gros gabarit, je suis assez grand, mais je suis plutôt fin et du coup vu que j'ai un poste bah, qui est important parce que bah voilà dans les coins faut que le mec il bouge plus c'est à moi de bouger un peu les choses donc ouais puis en plus j'arrive dans des catégories des divisions où bah ça joue vite et ça
ça joue bien physique. Puis il y a des gros gabarits. Donc si je veux pas me blesser et faire des bêtises sur la glace, de la merde, bah voilà, faut que je sois. Ouais. Et avant de continuer à sillonner ta carrière et voir par où tu es arrivé dans le sport pro, moi je voulais te poser encore une question sur la partie matérielle, puisque on voit que les hockeyeurs ont les gants, la crosse, le casque, les patins, etc. Il y a un temps de préparation avant de rentrer sur la glace qui est, je suppose, quand même assez long au niveau équipement. Alors ouais, c'est vrai qu'on a un gros équipement comme ça à première vue, mais au final, voilà, on prend notre temps à chaque fois pour s'équiper, mais on a souvent 15 minutes à peu près entre les tiers de pause et sinon ouais, un équipement ça se met entre 5 et 20 minutes. Il y en a qui prennent vraiment beaucoup de temps et s'il faut se dépêcher en 5 minutes, l'équipement il est mis quoi. Pour les plus jeunes, est-ce que ça peut être une barrière? C'est-à-dire, est-ce que les parents ils vont devoir acheter des patins de bonne qualité, une crosse, le casque et toute la partie protection en dessous? Ou est-ce que généralement c'est en partie fourni par le club? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils fournissent pour que voilà, quelqu'un qui aurait envie de se mettre au hockey se dise j'ai déjà les réponses grâce à ce podcast? C'est un peu le souci du hockey, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements et c'est très vite cher. Après, quand on commence le hockey, les clubs fournissent, il y a du matériel qui est fourni. Après, jusqu'à un certain âge où, à partir de 10, 11 ans, faut commencer à acheter son propre équipement. Et du coup, voilà, c'est pour les parents, c'est pas facile parce qu'il y a aussi la licence à payer, il y a le matériel. Et voilà, quand t'es petit, on va dire par rapport à maintenant, c'est pas vraiment cher, mais ça avoisine quand même les 100 à 150 euros. Donc c'est quand même un beau budget et qui après augmente plus tu grandis. Ouais, parce qu'une bonne paire de patins, par exemple à ton niveau, c'est une très grosse somme, non? Ah bah à mon niveau, ouais, si on veut des patins haut de gamme, ouais, c'est entre 500 et 1000 euros, quoi. Et là, c'est une grosse fourchette. Bon, on va revenir, et puis entre deux, ça nous empêchera pas de reparler de la partie, on va dire, matérielle ou explication des règles. Mais on va revenir à la suite de ta carrière. Donc, en tant U20, tu es vice-champion de France. Qu'est-ce qui déclenche la suite? Est-ce que c'est un club qui t'approche? Est-ce que tu as la volonté de continuer dans ton club? Comment ça s'est passé la suite de ta carrière? Ben, en fait, donc, si tu me permets de revenir un petit peu en arrière, en fait, en seconde, donc je fais partie du HC 74 et l'année de ma première, donc en 2016-2017, je pars un an aux États-Unis, donc à Aspen dans le Colorado. Voilà, j'avais envie de partir. J'ai toujours voulu faire des voyages. Puis grâce à mes grands cousins voilà, qui avaient fait des années à l'étranger, j'ai voulu faire pareil. Donc je suis parti aux États-Unis. J'ai continué le hockey là-bas. Donc j'ai eu la chance de jouer en high school, donc au lycée, de même gagner un petit titre avec une deuxième équipe aux États-Unis. Donc c'était vraiment cool. Et puis quand je suis revenu, c'était un peu plus compliqué parce que bah voilà, il y a la différence, la confiance aussi. C'est quand même un jeu différent. Et donc cette année-là, je reviens et on est vice-champion de France avec les U20. Et en fait, dès qu'on rentre dans les catégories U20, dès qu'on a 17-18 ans, en France surtout, on peut toucher les équipes seniors, les équipes professionnelles aussi. Et donc à cette époque-là, j'avais Morzine Avoria qui évoluait en Division 3. Du coup, on était quelques joueurs à toucher ce groupe-là. On a été champion de France cette année-là avec Morzine, donc avec une accession en division supérieure, donc en division 2, en plus du titre de vice-champion de France. Donc ça fait 2 titres. On fait quand même du hockey. On va pas se le cacher quand même pour gagner pour les titres. Et c'est toujours génial d'avoir des titres. Et du coup cette année-là, quand je reviens, ouais, je me dis, je reviens 2 titres. C'est génial. Surtout que la saison d'après, bah voilà, on joue en Division 2 avec Morzine. J'ai la chance de faire quelques matchs aussi.
et donc j'ai vraiment envie, ça me réconforte sur mon choix de je veux continuer, je veux devenir pro. Et donc la saison d'après, bah voilà, ça se passe pas toujours bien. On s'arrête en quart de finale avec les U20, pareil avec Mordine. Du coup, moi je termine aussi mon lycée, donc j'ai mon bac en 2019. Donc vers Chamonix, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'université. Ou alors faut descendre à Chambéry ou Annecy, et du coup on est à vite à 1 heure, 2 heures de route. Donc si je voulais rester dans mon club, ça me faisait des allers-retours avec les entraînements tard ou tôt le matin. Enfin voilà, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Donc je suis parti à Strasbourg où du coup j'ai commencé mes études de management du sport et j'ai intégré l'équipe de Strasbourg. J'ai pas encore intégré le groupe professionnel, mais voilà, j'étais avec les U20 et je commençais à m'entraîner petit à petit avec le groupe pro, et c'est vraiment du coup en fait c'est là où le Covid un peu a commencé ma dernière année du coup U20, mais ma première année à Strasbourg. On était vraiment bon, on avait fait une bonne saison, mais on n'a pas eu la Ouais, chance d'aller en play-off, donc ouais, en bien sûr. huitième de finale, quart de finale, etc. Parce que le Covid est arrivé. Et du coup, la saison d'après, j'ai eu la chance enfin, la chance et aussi, voilà, j'ai travaillé mais d'intégrer le groupe de l'Étoile Noire, donc le groupe pro qui évolue toujours en Division 1. Et cette saison-là, donc c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid et du coup, bah, les championnats étaient un peu à l'arrêt. Mais on a réussi, on a eu la chance de pouvoir continuer à s'entraîner. Et puis il y a un championnat qui est quand même resté. Le championnat de Division 1 a été changé pour cause du Covid, mais on a réussi à avoir un championnat quand même, et on a réussi à avoir des finales à la fin. Et donc avec Strasbourg, on a réussi à aller en finale, et on a été vice champion de France de D1. Donc ben merci. Et puis donc voilà, c'était on peut dire c'est pas vraiment un vrai titre parce que c'était pas un vrai championnat et tout ça, mais ça reste il y a quand même la médaille, il y a quand même voilà cette frustration puisqu'on perd une finale, l'autre équipe qui a quand même la coupe. Donc ouais, c'était vraiment voilà, en peu de temps j'ai réussi à avoir 3 titres, et du coup oui, ça me j'ai envie de continuer, d'essayer d'avoir le plus de titres possible, et d'essayer d'aller le plus loin possible dans le hockey, quoi. Même si c'est dur, même si comme on le disait tout à l'heure, financièrement parlant, ben voilà, on n'est pas dans le foot. Voilà, j'ai quand même envie d'y aller, quoi. Justement, vu que tu abordes ce sujet des finances, parce que c'est un point important, et c'est un point important en lien aussi avec le podcast, c'est que moi j'ai envie aussi de remettre la vérité, parce qu'on est plein de préjugés, d'idées préconçues, en se disant que bah, quand on est sportif de haut niveau, si on est en division 1 de hockey, si on est en division 1 de ceci ou en division 1 de cela, on est forcément bien payé. Aujourd'hui, est-ce que tu as connaissance des fourchettes de salaire d'un joueur de division 1 à peu près? Alors bien sûr qu'il y en a qui doivent être bien payés et d'autres un petit peu moins, mais voilà, c'est pas des sommes extraordinaires, je suppose. Non, là on est en division 1, et en fait division 1 c'est vraiment on rentre dans le hockey professionnel, et après il y a la Ligue Magnus. Après il y a vraiment un fossé entre le salaire d'un jeune joueur français, les plus vieux joueurs français et les étrangers. Donc je dirais en division 1, en division 2, le salaire va entre 150 et dans les meilleurs clubs qui financièrement parlant sont corrects, 2004, 2005 peut-être. Mais souvent ce salaire-là est attribué aux étrangers, et il y a aussi le logement enfin, qui accompagne ce salaire. Donc, par exemple, un étranger qui arrive, il aura son salaire plus le logement pris en compte. Ok. Alors que toi, tu me confirmes, mais si par exemple quelqu'un est comme toi, un jeune en devenir, tu touches quelques centaines d'euros, c'est ça, par mois? Alors, moi là, j'ai changé de club, donc de division aussi. J'ai pris le risque d'aller dans une division inférieure, dans un autre club.
Mais du coup, moi, la saison dernière avec Strasbourg, ouais, moi j'étais à 250 euros. Je payais mon appartement, voilà. Et du coup, je jouais avec l'équipe pro, mais j'avais un petit contrat de moins de 300 euros. Et c'est moi qui devais payer mon appartement où j'avais un loyer de 500 euros. Donc, c'était compliqué. Puis en plus, avec mes études, voilà, j'ai eu la chance d'être en alternance et du coup, d'avoir un salaire assez normal qui me permettait De vivre normalement, ouais. Ok. Et donc, pourquoi ce choix justement d'aller vers un club de division inférieure? Il y a une volonté particulière, il y a la volonté d'aller sur la région parisienne, c'est le club qui t'a proposé des opportunités intéressantes? Alors ouais, faut savoir que comme tu me demandais tout à l'heure, j'ai jamais vraiment eu de proposition de d'autres clubs. Et là, c'est vraiment la première saison où j'ai eu quelques propositions de d'autres clubs, donc en division 2, en division inférieure du niveau où je jouais. Mon choix s'est porté sur du coup à Meudon, que je joue au Comète de Meudon cette année. C'est Meudon qui était venu vers moi, le coach était venu vers moi. Et Meudon a vraiment ce projet de monter en D2. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir un titre de division 2 parce que ça fait quelques temps que je joue dans cette division ou que j'ai joué dans cette division et j'ai vraiment envie d'avoir ce titre pour passer à la suite. Ils ont vraiment ce projet-là de monter, donc ça me permettait de vraiment jouer les gros bras en division 2, d'avoir l'opportunité d'avoir un vrai rôle dans cette équipe-là, d'avoir un rôle différent où quand j'étais en D1, bah voilà, de faire ma place. Donc là, il faut que je fasse ma place aussi, mais je vais vraiment, si je réussis, à avoir du temps de jeu, quelque chose qui n'était pas acquis en division 1. Ouais, tu as été rechercher du temps de jeu plus que la notoriété en tant que telle, c'était une volonté d'avoir la possibilité de jouer au maximum, quoi. Exactement. Et aussi, même si c'est pas que pour ça que je joue au hockey, mais le côté financier était beaucoup plus intéressant pour moi ici, à Meudon, qu'à Strasbourg, par exemple. Voilà, où là, ça reste un petit salaire, mais voilà, dans mon monde à moi, il est quand même assez important. Plus j'ai le logement qui est dans mon contrat aussi, donc j'ai pas le loyer à payer. Et donc c'est vraiment voilà mon salaire, c'est vraiment on va dire mon argent de poche. Ok. Et au niveau de tes études, puisqu'on en a parlé en off, donc tu fais des études à l'école Winsport School, donc qui a d'ailleurs obtenu un label d'olympisme. Le label olympisme, juste pour préciser aux gens, c'est le fait de dire qu'on veut que les JO servent à construire et donnent un héritage. Donc la volonté du gouvernement et du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, c'est de faire de la France une nation reconnue comme sportive. Et donc l'idée de ce label, c'est de créer des passerelles entre le monde scolaire et le monde du sport et encourager la pratique sportive et physique des jeunes. Et cette école, elle elle forme des jeunes à travailler dans le domaine du sport. Parce que souvent, comme je l'ai dit en intro, on a tendance à croire que le domaine du sport, c'est entraîneur ou joueur, et puis après, il n'y a plus rien autour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que toi, tu as comme vision, ce que tu envisages éventuellement de faire, si ta carrière sportive ne te permet pas d'être professionnel, et de nous parler un petit peu de ce que tu fais cette année, vu que tu décides de consacrer du temps au hockey. Mais d'abord, nous parler un peu de l'école et de cette filière. Et bah du coup là moi je suis en troisième année de management du sport, donc dans cette école WIN qui est une école privée. Euh, Là je suis en train de terminer cette école-là et de terminer ce diplôme. Et ce diplôme, déjà avec tous les événements qu'il va y avoir en France et du coup en région parisienne avec la Coupe du Monde de rugby en 2023 ou les JO 2024, voilà, c'est vraiment un ticket d'entrée pour côtoyer ces grands événements. Donc oui, c'est vrai que on a plutôt tendance à croire que dans le sport, il y a que soit entraîneur, soit joueur, mais pas du tout. C'est quand même un monde qui est quand même assez vaste où voilà au mieux on peut finir manager d'une équipe de sport, mais il y a aussi voilà tous les domaines de communication, marketing et encore plein d'autres
qui sont demandés et qui sont très intéressants. Voilà, d'être community manager d'une équipe de hockey ou d'une équipe de rugby, par exemple. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresserait. Alors, je suis pas forcément community manager, mais d'être dans ce système-là, dans ces infrastructures-là, de toucher de près à ces événements-là, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais fortement, ouais. D'accord. Et là, cette année, tu me disais en off que tu mets un petit peu entre parenthèses ton année d'études pour te consacrer à 100% au hockey, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, vu que mes partiels à moi étaient fin mai, début juin, même fin juin, pardon. Voilà, j'étais un peu précipité. Il y avait la saison de hockey aussi qui se terminait. J'avais pas vraiment le temps de penser à mon avenir, surtout que voilà, je sais pas vraiment quelle école choisir, quel master prendre. Voilà, je savais pas trop ça. Du coup, j'ai pris la décision de vraiment me mettre à fond dans le hockey, surtout que je prends un risque et c'est un challenge pour moi de redescendre en Division 2 en région parisienne. Voilà, pour un montagnard comme moi, déjà d'aller à Strasbourg, c'était déjà incroyable parce que pour moi, c'est une grande ville. Alors que comparé à Paris, bah voilà, c'est 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 la petite ville. Donc voilà, donc un montagnard comme moi se retrouver à Paris, c'était déjà un beau challenge. Et du coup, ouais, j'ai pris cette décision-là pour vraiment faire la meilleure saison, remonter, avoir le titre avec Meudon et remonter en Division 1. Et du coup, ça me permet de peaufiner pendant un peu moins d'un an mon futur. Donc, ce que je veux faire, l'école que je veux faire, le master que je veux, est-ce que je veux faire un master dans le domaine du sport ou dans un autre domaine qui permettrait d'avoir plus, pas d'expérience, mais plus de cordes à mon arc. Dans cette idée, dans cette approche et dans ce que tu vises, est-ce qu'il y a un moment dans ta tête, vu que tu y as déjà été une fois aux États-Unis, est-ce qu'il y a une volonté pour toi à un moment de dire tiens, je vais aller tenter l'aventure à l'étranger parce que le hockey, on le sait, aux États-Unis et au Canada, c'est un sport beaucoup plus reconnu que ici en France. Est-ce qu'il y a cette idée dans ta tête? Honnêtement, clairement, depuis que je suis revenu, j'ai toujours, enfin, je me suis dit, ouais, je vais pas faire long feu en France, je peux y retourner. Je suis quelqu'un, j'aime voyager, je veux voyager, je veux découvrir du pays. En plus, si je peux en découvrir par le biais du hockey, c'est encore mieux, c'est génial. Et puis c'est ça aussi la force du hockey, mais la force du sport, c'est qu'on peut en faire de partout et voilà, et puis si on a l'envie, même pas forcément le niveau, mais l'envie, on peut découvrir du monde par le biais de notre sport. Et avec le hockey, j'ai envie de retourner aux États-Unis ou au Canada. Après, j'ai aussi la réalité du monde qui est que bah, j'ai pas forcément le niveau et du coup l'âge aussi pour aller dans dans ce niveau-là. Mhm. La NHL, pour moi, c'est encore très très loin. C'est un rêve, mais c'est pas encore un objectif, voire pas un objectif. Mon objectif est clairement de faire mes billes en France. Là, je repars, on va dire, à la case départ en Division 2. C'est vraiment dans 3 ans de jouer dans le meilleur niveau français, donc en Ligue Magnus, et de tenter ma chance en Europe, mais en Autriche ou en Italie du Nord où le hockey est a quand même un bon niveau. Et c'est vraiment déjà d'essayer de taper ce niveau-là. Et après, en fonction de ce que je fais, pourquoi pas essayer d'imaginer mon futur ailleurs. Mais pour le moment, c'est finir ce que je peux faire en France et essayer d'aller dans d'autres clubs européens. Et dans un coin de ta tête, les prochains JO d'hiver, c'est à Milan en 2026. Il y a une petite case pour ça ou tu te dis non, franchement, je vais déjà faire ce que je viens d'annoncer là et ça sera déjà pas mal. Alors j'avoue que c'est pas vraiment dans ma tête parce que déjà pour ça, il faudrait que je touche l'équipe de France. Pour le moment, j'en suis pas là. On verra quand 2026 approchera, on verra en 2024 ou en 2025 où ça en est. C'est un rêve et j'aimerais vraiment faire un jour les Jeux Olympiques. Mais comme dit, il faudrait déjà que je sois en équipe de France et que l'équipe de France soit aux Jeux Olympiques. Ouais, ok, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et si je devais te demander
quel enseignement aujourd'hui tu retires de... on imagine, je te le souhaite pas du tout, mais ça s'arrête là pour toi, ta carrière dans 1 an ou dans 2 ans, parce que tu te rends compte que tu vas bosser dans le milieu du sport et que t'es pas fait pour une carrière de hockeyeur. Parce que ça arrive aussi, hein, il y a beaucoup de, entre guillemets, il y a beaucoup de prétendants pour pas beaucoup de place sur le sport de haut niveau. Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est retirer de toi déjà ce que tu as pris comme enseignement de tout ce que tu as déjà fait à travers le hockey. Parce que si un jeune demain doit se lancer, des fois il va dire ouais, mais j'ai de fortes chances d'échouer. Ah, mais quand tu échoues à ça, tu as retiré beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as déjà retiré si ça devait s'arrêter là, qu'est-ce que tu as déjà retiré comme développement personnel en ayant fait tout ça? Déjà, rien qu'à mon âge, j'ai eu la chance déjà d'avoir quelques titres. J'ai gagné quelques championnats, chose que de grands joueurs français, voilà, dans une carrière, gagner des titres, c'est quand même assez rare. Après, comment dire, j'ai mes objectifs, j'ai toujours eu mes objectifs et j'ai toujours fait en sorte que j'allais y arriver, que j'allais les accomplir. J'ai aussi un bon entourage derrière moi. Si ça devait s'arrêter aujourd'hui pour moi, alors oui, honnêtement, ça me ferait chier parce que c'est pas vraiment ce que je veux et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête là. Mais j'aurais quand même eu une plutôt bonne jeune carrière. Oui, un petit peu, j'ai tapé le haut niveau un peu en France. J'ai eu la chance de jouer à l'étranger. Je sais pas trop vraiment comment t'expliquer ça, mais je suis quand même fier de mon parcours. Je partais pas au début, voilà, il n'y a pas grand monde qui pensait que j'allais être encore là aujourd'hui. Du coup, j'ai vraiment aussi réussi à faire taire pas les critiques, mais pas vraiment parce que je suis pas encore un sportif vraiment de haut niveau et renommé, mais voilà, il y a des gens qui ne croyaient pas vraiment. Et du coup, juste de faire taire ces gens-là, juste leur montrer d'où je suis maintenant, déjà, je peux m'arrêter là-dessus. Ouais, tu as appris la persévérance déjà, rien que ça. Et puis dans le monde de l'entreprise, si demain tu es amené à ne pas devoir continuer ta carrière, puisque c'était l'hypothèse qu'on avait émise, la persévérance, ça sert. Et de toute façon, aujourd'hui, même dans le sport, ça va servir, hein. Et si tu devais me parler d'une réussite, enfin celle qui t'a le plus marqué aujourd'hui, d'un truc, tu as parlé des titres et tout ça, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y a un moment qui peut ne pas être un titre, hein, où tu dis waouh, enfin ce truc il est gravé à jamais dans ma tête et j'oublierai jamais. J'ai pas vraiment un moment où ça a vraiment été incroyable. Mais les moments les plus marquants pour moi, c'est quand je suis allé aux États-Unis jouer pour l'équipe de mon école. Tu joues pour ton équipe pour ton école dans les matchs à domicile. C'est quand même l'ambiance à l'américaine où t'as la patinoire qui est remplie, t'as plus de la moitié de ton école qui est dans les tribunes. C'est juste incroyable. T'as même des fois, enfin, il y avait eu un match où on avait les cheerleaders et c'était juste incroyable. Puis j'ai eu la chance de marquer en plus en match à domicile. Ah ouais, c'était l'ambiance sur le banc, l'ambiance dans les tribunes. C'était vraiment, mais où je suis. Puis quand on est allé en play-off aussi, on a fait les premiers tours de play-off. On n'était pas à domicile, on était à 2 heures de route d'Aspen. Et on avait pareil, on avait du monde dans les tribunes, il y avait des gens de l'école. Puis ouais, c'était l'ambiance play-off à l'américaine. Donc c'était vraiment, ouais, vraiment génial. Et puis tous les titres en fait ont une importance dans mon histoire et voilà le groupe où tout le monde se saute dessus, tout le monde est content et même, c'était pas un titre, mais la saison 2020-2021, où avec Strasbourg, on est vice-champion de France pendant le Covid, ça reste un moment marquant parce que c'est une saison compliquée avec le Covid. On n'attend pas du tout Strasbourg à ce niveau-là. Même Marseille, parce que la division était divisée en deux et que du coup les deux autres finalistes c'était Nantes et Neuilly-sur-Marne et c'était vraiment ces deux équipes-là qu'on voyait finalistes et on voyait déjà Nantes vainqueur.
Et au final, c'était Marseille-Strasbourg, les deux équipes qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, qui étaient en finale. Et en plus, avec le Covid, j'ai eu l'opportunité de commencer le match sur la première ligne, d'avoir l'hymne national, de chanter l'hymne national avant le match. Enfin, c'était un truc inespéré pour moi, quoi. C'était juste, il y avait personne dans les tribunes, mais... Ouais, tu as vécu cette émotion. Et pour terminer le podcast, pour la saison à venir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si des gens sont en région parisienne, donc c'est le club de Meudon, ils peuvent venir te voir. Enfin voilà, quel est ton objectif si tu devais aujourd'hui te dire tiens, je me fixe un objectif pour que ta saison elle soit réussie, il faudrait qu'il se passe quoi? Il faudrait, mon objectif c'est de remporter le titre de Division 2 avec Meudon et de monter en Division 1. Mon objectif personnel, d'avoir le plus de temps de jeu possible et de vraiment rentrer de faire ma place dans cet effectif-là et en saison individuellement parlant, vraiment de mettre les points qu'il faut, aider l'équipe le mieux que je peux en défense. Et voilà, collectivement, c'est vraiment d'apporter ce type. Ok, et ben écoute, on peut que te souhaiter ça et faire en sorte que à titre perso tu puisses performer et à titre collectif avec Meudon vous puissiez jouer la montée en Division 1. Elliot, je te remercie beaucoup parce que effectivement j'aime tous les sports, mais il y en a que je connais plus ou moins et le hockey je connais un peu mais sans plus, et maintenant je me sens un peu plus intelligent en termes de connaissances sur le hockey grâce à toi. Merci de m'avoir fait et de nous avoir fait aux auditeurs et aux auditrices partager ton parcours, ta passion, ton voyage aux États-Unis, parce que pour moi c'est toujours intéressant d'avoir ce prisme-là et ce regard un peu différent sur la façon dont nous on fonctionne et dont eux fonctionnent. Donc merci beaucoup et je te souhaite le meilleur pour la saison à venir. Merci à toi, Frédéric, de m'avoir invité, puis de donner l'opportunité de parler de mon sport et de mon parcours. De rien, c'est un plaisir pour moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.